Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, la saga des Templiers, épisode 3. Bonjour Patrick, comment vas-tu depuis la fois passée? Eh bien bonjour, après quelques bûchers, on va parler de la suite, on va parler du trésor des Templiers. Fameux trésor des Templiers, ah mon Dieu, ça, alors il y a beaucoup de choses à dire, hein. On a entendu énormément de théories, finalement jamais de pratique. On a parlé d'un trésor matériel, parfois un trésor spirituel. Ça, tu vas nous en parler un petit peu plus. On dit qu'il est en France, on dit... Mais ça, je vais te laisser raconter la suite. Les Templiers étaient principalement en France. Le maître du temple avait sa maison en France. Ils étaient à la tour du temple à Paris, qui couvrait tout un quartier de Paris. D'ailleurs, on peut encore retrouver des traces avec la rue du temple et des endroits pareils. Le trésor des Templiers, on sortira des mots comme Gisors, toute une histoire aussi, Rennes-le-Château. Et puis, dans notre Belgique, on a Wodek. Pourquoi je vais à Wodek? Je vais y arriver, mais avant ça, il y a d'autres choses à expliquer. Ce qu'on sait, c'est que les Templiers ont été prévenus avant l'arrestation qu'il allait y avoir une arrestation. Donc, ils ont pris des précautions avant et ont préparé les choses. C'est pour ça qu'on n'a jamais trouvé le trésor des Templiers. On a trouvé des choses dans les commanderies, etc., mais on n'a pas trouvé le vrai trésor. On n'a pas trouvé les archives des Templiers non plus. Beaucoup de choses, des connaissances qu'ils ont ramenées d'Orient, des choses qu'ils ont ramenées d'Orient. Mais quoi, qu'est-ce? Ça peut être beaucoup de choses. Les théories sont nombreuses. Ouais. Et puis, on sait que plusieurs jours avant l'arrestation, des chariots sont partis vers le nord et vers l'est, vers l'ouest peut-être aussi, des chariots lourdement chargés. Que sont-ils devenus? On a des traces comme quoi il y en a qui sont passés par le Luxembourg, d'autres Picardie, donc vous voyez, Wodek, on s'en rapproche. Alors, je voudrais quand même... Alors Patrick, excuse-moi de te déranger. Wodek, pour nos auditeurs français, où est-ce que ça se trouve? On est en Belgique, bien entendu, mais dans quelle région? Tout d'abord, c'est un tout petit village dans une région qu'on appelle les Collines. Alors les Collines, ça se trouve où? On est à plus ou moins 50 km de Lille, vers le nord-est, en direction dans l'axe Lille-Bruxelles. Et c'est un petit village perdu, là, au milieu de nulle part, au milieu des champs et des arbres. Et on va dire que... pourquoi Wodek? Eh bien, monsieur Rudy Cambier, qui a écrit ce premier livre, Le Dernier Templier, qui en a sorti un deuxième qui est, on va dire, presque le même, mais remanié, beaucoup plus clair. Le premier était un petit peu trop scientifique, on va dire. Et il en a sorti un deuxième qui explique certaines choses, et notamment sur les centuries de Nostradamus. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Les Templiers, Nostradamus, Wodek. On va revenir un petit peu plus tard sur Wodek. Alors, Rudy Cambier, qui est philologue en langue romane, s'est inquiété un jour en regardant les centuries, en lisant les centuries de Nostradamus. Et il a trouvé dans ce livre des mots en flamand, en picard, en langue d'Oïl, et donc la langue d'Oïl, c'est la langue de la moitié nord de la France, tandis qu'en dessous, comme le dit la région, la langue d'Oc. Voilà. Et Michel de Notre-Dame, Nostradamus, est un provençal, donc il parle la langue d'Oc.
Il peut, au besoin, parler la langue d'Oil, puisque c'est la langue de la capitale française. Mais pourquoi parlerait-il avec des mots en picard, des mots en flamand, et des lieux qui sont en Picardie, enfin dans cette région-là de Belgique? Grande question. Alors Rudy Cambier examine ces centuries et il se dit c'est pas possible. Ça lui donnait l'impression que ça décrivait des endroits et non pas c'était pas des prédictions. Je reviens sur Michel de Notre-Dame. Il est chrétien, mais il est le fils d'un juif converti. Donc son père était juif, converti au christianisme, et lui, quand même, fils de juif. Vous voyez, c'est pas marqué comme quoi il est chrétien d'abord, il est d'abord fils de juif converti. Et alors, ces gens qui sont issus de convertis doivent un petit peu conforter leur foi, prouver qu'ils ont la foi chrétienne. Et alors on leur demande par exemple de faire des pèlerinages, et notamment dans les abbayes. Et notre Michel de Notre-Dame est venu dans nos régions. Il est notamment passé à Cambron-Casteau, Paris d'Aisa, qu'on appelle maintenant un parc animalier. Il est aussi passé à l'abbaye d'Orval. Et bon, dans les abbayes, vous savez qu'il y a de belles et grandes bibliothèques, avec des livres très intéressants, sur des prières, sur des choses comme ça, mais aussi sur la vie de tous les jours. Il y a aussi des actes, il y a plein de choses, parce que les moines des abbayes géraient quand même beaucoup de choses, des territoires, des fermes aussi. On revient aux Templiers qui géraient des fermes, des granges, etc., etc. Eh bien, donc il est passé à Cambron-Casteau. Et pour Rudy Cambier, il a trouvé un bouquin intéressant et il l'a mis dans sa poche et il est retourné dans sa Provence. Et puis il a un petit peu remanié le texte. Il a changé un petit peu certaines phrases, mais le gros du texte est toujours là. Alors, Rudy Cambier, comme j'ai dit tantôt, il a examiné les quatrains et il est parti sur le principe que ça expliquait des chemins. Mais pourquoi aussi ? D'abord, pourquoi dire que ça n'est pas Michel de Notre-Dame qui l'a écrit ? Eh bien, en fait... Donc tu veux dire que les fameux quatrains de Nostradamus ne seraient pas écrits par lui alors ? Ne sont pas de Nostradamus. En fait, dans les époques précédentes, quand quelqu'un écrit un livre, il se décrit dans le livre. Il ne dit pas au début, voilà, écrit par monsieur machin chose ou l'abbé de Cambron-Casteau. Non, il se décrit, il dit ce qu'il fait, comment il est, d'où il vient, dans le texte. Mais ça, il n'a pas vu. Et donc, notre philologue en langue romane décrypte ça et trouve qu'on parle de quelqu'un là qui a vécu avant Michel de Notre-Dame. Donc, c'est intriguant. Et puis, donc, en examinant, il trouve que cela décrit des sentiers, des chemins qu'on va appeler ici directement les chemins templiers. Et en fait, les chemins templiers pour ramener le trésor, les archives notamment, certainement avec d'autres choses, des objets de culte, des choses pareilles, mais pas des bijoux, des choses comme ça. Non, ils étaient quand même assez humbles, ils avaient une certaine richesse, mais c'est pas le trésor d'Ali Baba. Tu m'as évoqué donc là tout de suite des chemins des Templiers, mais qui sont donc qui seraient quoi alors, cachés dans les centuries Bon, alors le temple n'a pas que des affaires à Paris. Il en a un petit peu partout, dans des plus grosses commanderies. Et le but, c'est quand même d'essayer de rassembler tout ça dans un endroit à l'abri du roi de France. Alors, les centuries, en fait, présentent les itinéraires qu'il faut prendre quand on part d'un endroit pour arriver à un autre. Et donc, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on décrit un chemin, voilà,
là-bas il y a une colline, là-bas il y a une autre avec un saule pleureur, et ainsi de suite. Là il y a une rivière qui s'appelle le Rhône, ici, justement. Ça sont des choses qui doivent faire revenir des souvenirs aux gens. Quand on parle de Nostradamus, il nous parle du Rhône. Mais on a le Rhône aussi ici, notamment. On a le mont du Paradis, etc., etc. Tout ça est décrit dans les centuries. Rudy Cambier, d'ailleurs, dénomme non plus Michel de Notre-Dame Nostradamus, mais le voleur, puisqu'il a volé, pour lui, le livre qui est devenu les Centuries. Et donc, on peut imaginer que les Templiers qui reçoivent l'alerte comme quoi il va se passer quelque chose, comme quoi il faut transporter leurs avoirs, leurs choses indispensables qu'ils détiennent, il faut les conduire dans un endroit pour les cacher. Eh bien, donc ils lisent les instructions et puis ils s'en vont. Mais alors, j'ai parlé de Wodek tout à l'heure. Pourquoi Wodek ? Eh bien, Wodek, en fait, est une terre de débat à cette époque-là, entre la France et le Saint-Empire romain germanique. Donc, c'est une terre, on ne sait pas à qui elle appartient. Et les Templiers ont justement une ferme à cet endroit-là. Donc, le roi de France, il n'a rien à dire, et le Saint-Empire romain n'a rien à dire. C'est là entre les deux. L'idéal pour mettre quelque chose. Et donc, les centuriers expliquent par où aller en venant de tel endroit ou tel endroit, comme je l'ai déjà dit précédemment. On me dirait, mais ils ont été prévenus avant, mais comment ça se fait ? Pourquoi ils avaient prévu cette chose-là, et ils devaient quand même avoir confiance au roi de leur pays. Alors, on va revenir dans l'histoire, au XIe siècle. On a un empereur qui s'appelle Frédéric II de Hohenstaufen, qui possède donc le Saint-Empire romain germanique, mais aussi la Sicile, une partie de l'Italie. Et un jour, il se met le pape à dos et le pape l'excommunie. Alors, en réaction, il dit, je suis le roi de Sicile aussi. Eh bien, en Sicile, tout ce qui vient de l'Église, tous les ordres, tout le monde dehors de mon île, et je prends tout ce qui appartient à eux. Donc déjà, les Templiers se font mettre dehors de la Sicile, ils sont spoliés, on leur prend leur château, leur ferme, leur territoire, leurs dîmes, tout, et ils n'ont plus rien. Et alors, du fait de cette expérience, ils auraient créé un système d'alerte dans le temple même pour sauver les choses au cas où ça pourrait se reproduire. Bon, tout ça, ce sont naturellement des théories, on ne sait pas affirmer, mais c'est quand même assez plausible. Et donc on va rester dans cette théorie. On prend ce qu'il faut, les archives et tout ça, on les amène à Wodek et on les met en dessous du bâtiment, qui est scellé maintenant. Vous me direz, mais après, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert ? Voilà. Mais en fait, il devait être prévu qu'un représentant du temple revienne à cet endroit-là pour reprendre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Templiers ne s'occupaient pas nécessairement eux-mêmes de leur ferme. Ils donnaient parfois pour 30 ans, et donc ils signaient un papier, à un fermier, à une famille, de s'occuper de la ferme, et la ferme donnait soit les céréales ou en argent, en valeur, aux Templiers. Ils faisaient marcher la ferme, et 30 ans après, c'était renouvelé, et ainsi de suite. Mais bon, les Templiers ont été brûlés, tout. Le temple n'existe plus. Pour la théorie, le Templier qui devait revenir est revenu, mais aurait été tué. Ben oui, le temple n'existe plus. Pourquoi on va reprendre quelque chose, rendre quelque chose à quelqu'un qui n'existe plus ? Donc, on tue le Templier et les gens qui l'accompagnent, et puis, on garde la ferme.
De toute façon, on est dans des temps troublés. Et la ferme, elle revient au fermier. Et puis elle se transmet de génération en génération. On pourrait revenir encore sur un épisode et sur tout ce qui se passe à Wodek, mais là, je pense que je devrais laisser la parole à Monsieur Cambier et à son association qui pourrait mieux expliquer l'avancement ou les retards que prennent les investigations, les fouilles qui sont toujours au statu quo. Alors Patrick, des livres sur Nostradamus, il y en a une foison, hein, on sait très bien, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a tellement que de temps en temps, je pense qu'il les modifie. Donc c'est un peu le téléphone arabe au niveau du livre. Et donc ces centuries, effectivement, sont retranscrites au fil des siècles, en tout cas au fil des années. Parce qu'en plus de ça, il faut savoir que les centuries ne sont pas terminées. On est en 2015 et ça va jusqu'à assez loin. Alors toi, tu vas nous en présenter un, apparemment, qui te tient à cœur. De par le grand adepte de Nostradamus, Jean-Charles de Fontbrunn, je vous présente donc ce livre, Nostradamus, historien et prophète. Donc ces prophéties de 1555 à l'an passé 2000. Un livre à lire pour savoir de quoi on parle par après, naturellement. Et par après, on arrive au premier livre édité pour Rudy Cambier, Le Dernier Templier ou Le Chemin du Vieux Moine, aux éditions Pierre de Lune qui n'existe plus. Mais ce livre, il y a moyen de le retrouver. Je vous conseille de prendre un dictionnaire de français parce que il y a des mots quand même assez très sophistiqués, on va dire, sur les choses du Moyen-Âge. Alors, Rudy Cambier a réécrit son livre, beaucoup plus abordable. Une réédition. Donc, L'œuvre du vieux moine, le dernier chemin des Templiers, chez Louise Courteau. Donc, Rudy Cambier, L'œuvre du vieux moine. Je vous conseille alors celui qui a conforté les dires de Rudy Cambier et qui a été interpellé. Il s'appelle Jehan de la Houltre, il parle des centuries. Nostradamus, la fin d'un mythe, aux éditions La Providence, donc Jehan de la Houltre. Très très intéressant, on touche à l'astronomie, donc qui est quand même une référence dans l'histoire. On retrouve vraiment des points très précis, des passages de comètes, où les étoiles se trouvaient à ce moment-là, et on sait dire en quelle année exactement on était, parce que ces choses-là sont décrites dans des livres du Moyen-Âge. Donc, aux éditions La Providence, absolument à lire pour cette histoire de Wodek. Et alors, en complément, je vous dirais de lire ce livre qui parle de Frédéric II de Hohenstaufen, qui explique un petit peu sa vie et où on peut comprendre l'histoire qu'il y a eu au XIe siècle. Donc de Georgina Masson, Frédéric II, Hohenstaufen, aux éditions Albin Michel, si jamais on sait encore le trouver. Voilà. Dans les magasins d'occasion éventuellement. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Patrick. Merci à ton émission et un plaisir de te retrouver pour parler des Templiers ou toute autre chose. Pas de souci, à bientôt. Et moi je vous dis aussi à bientôt pour une nouvelle émission, vous le savez maintenant, chaque semaine. À bientôt, ciao ciao.